Il faut savoir que plusieurs États européens sont entrés en guerre avec des États africains parce que ces États-là refusaient la colonisation. L'Angleterre est rentrée en conflit avec la Confédération Ashanti, dans l'actuel Ghana, et avec le Royaume du Bénin, situé au sud du Nigeria. Concernant la France, les deux principaux épisodes sont les deux guerres du Dahomey. La première guerre du Dahomey se déroule du 21 février au 4 octobre 1890 dans l'actuel département de Wémé au Bénin. Les troupes françaises, aidées de combattants des royaumes de Porto Novo et de Quinto, l'emportent sous les forces du royaume fond du Dahomey. Le Dahomey dut reconnaître le protectorat français sur Porto Novo et Quinto et céder la ville de Cotonou. Il est important de noter que des armées africaines se sont alliées avec les Européens, plus par naïveté que par soumission. Ils pensaient que s'ils aidaient les Européens à faire tomber par exemple le roi du Dahomey, ceux du Porto Novo ils se sont dit c'est bien, on fait tomber le roi du Dahomey, on récupère le Dahomey, on est copains avec les Français, on n'aura aucun souci. Et on a bien voulu leur faire croire ça. On les a un petit peu manipulés en mode tu nous aides à débarrasser le roi, t'auras le pouvoir. Promesse que non, on ne va pas tenir. Imaginez que les enfants de ces gens-là, on leur a promis allez faire la première guerre mondiale, vous aurez des récompenses en revenant, et ils ne les ont pas eu. Ils se sont fait trahir 2 fois par la France en 2 générations. La seconde guerre du Dahomey eut lieu du 4 juillet 1892 au 15 janvier 1894 dans les actuels départements de Wémé et de Zou au Bénin. Les troupes françaises du colonel Alfred Dodds l'emportent sur celles du royaume fond de Béhanzin. Cette guerre marque la fin du royaume du Dahomey qui est annexé par l'empire colonial français. Donc, il y a quelque chose de très important qui va influencer l'histoire du Dahomey, c'est que cette campagne a tellement été dure pour l'armée française, parce que l'armée de Béhanzin s'est battue jusqu'au bout. Ils ont vraiment fait tout ce qui était leur possible. Cette bataille a tellement été dure, c'est pour ça que la colonie du Dahomey s'appelle le Dahomey. Parce que ça a tellement été dur de les battre, qu'ils ont préféré garder le nom du royaume qu'ils ont tué, ce qui permettait de mettre en avant l'exploit militaire. Le nom de Dahomey restera à l'indépendance jusqu'en 1975, quand le président décidera que ça s'appellera le Bénin. Le président Kérékou. Si j'étais président, la grande question. Qui c'est qui n'a jamais rêvé d'être à la plus haute fonction? Mais après, que faire? Parce que c'est bien beau de vouloir être président, mais quel programme tu voudrais mettre? Personnellement, si j'étais président, première chose que je ferais, c'est que je ferais un état des lieux de l'économie. Quel que soit le pays que tu diriges, tu dois savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Et je suis sûr et certain qu'avec une approche pragmatique, tu peux commencer déjà à faire du nettoyage. Je vous prends le pari que ces blaireaux en France remboursent des dettes pour des pays à qui le pays leur a prêté de la thune. Je suis sûr et certain qu'on donne de l'aide au développement encore à la Chine ou à des pays qui aujourd'hui, au vu de leur économie, ne mériteraient même pas cette aide au développement. Je suis sûr qu'en Afrique, on distribue du pognon, dans les États africains, distribuent du pognon à des mecs qui sont soit déjà morts, soit qui ne le mériteraient pas. Déjà, rien que de la logique et de l'assainissement dans l'économie, c'est déjà beau. Deuxième aspect que je regarderai, les institutions. Alors, il ne faut pas tomber sur le tropisme de dire les politiciens sont tous pourris, on change les institutions. Non. Les institutions sont très solides. Tu prends la constitution de la 5ème République, elle est costaud en France. Bon, après, si tu mets des connards qui savent pas gérer, ça fera de la merde. Mais tu pourras mettre une 6ème, une 7ème, une 8ème République si tu veux. 9ème, allez hop, cadeau, c'est fourni par la maison. Ça réglera pas le problème du personnel politique. Bonjour. Tu comprends? Ce qu'il faut, et je le dis sans ombrage, c'est regarder les institutions qu'il y a actuellement et les dérives. Par exemple, en France, il y a une dérive qui est de l'abus du 49.3. Et bah ok, on passe à l'article de la Constitution 49.3, on dit oui, mais, et on limite le nombre de passages. On règle le problème. Alors, il y a des soucis de corruption, ok, on met en place un article de la Constitution contre la corruption. Pas besoin de changer les institutions, c'est les hommes qui sont pourris, pas le texte. T'as un problème de dépenses de l'État, pouf, tu mets des budgets 4.
T'as un problème d'assentéisme de tes députés? Pouf, t'as récupéré un article de la Constitution, on te fout une pointeuse comme à l'usine. Pouf. Ah, tu te donnes les moyens, hein. Et la troisième aspect très important, si je devenais président de la République, c'est l'écologie. Je ferai un bilan carbone de l'état dans lequel je serai président. Qu'est-ce qu'on dépense comme énergie? Où est-ce qu'on pollue? Comment on pollue? Et après, une grande politique de végétalisation. Ah ouais, moi je végétalise comme un gros porc. Les toits, je végétalise. Les ronds-points, je végétalise. Les façades, je végétalise. 5 avantages avec ça. Ça crée de la biodiversité. Ça crée de la biodiversité. Ça protège les bâtiments contre le chaud, contre le froid. C'est plus joli. Ça améliore la qualité de l'air. Et puis ça crée de l'emploi, parce que puis là, si tu végétalises comme un gros enfoiré, que tu mets 500 km² de plus de végétalisation, il faut y entretenir. Donc tu crées de l'emploi. Allez hop, emballer, c'est pesé. Voilà. Voilà à peu près les 3 principales actions. Allez, la quatrième serait plus une action souverainiste. Bon, on regarde tout ce qu'on a signé. Qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est pas bon pour nous? Ce qui est pas bon pour nous, on le dénonce. Comme ça, on se retrouve souverain chez soi. C'est ça la question. Tu veux, parce que c'est toute politique du monde, tu veux faire toute politique du monde, il faut avoir les mains libres. Si t'as pas les mains libres, ce sont eux qui tiennent les mains, qui décident à ta place. Lorsque Glélé, roi du Dahomey, de 1858 à 1889, meurt le 29 décembre 1889, son fils Kondo lui succède. Il prendra le nom de Béhanzin. Il profite de la saison sèche pour préparer son armée à lutter contre les Français qui ont reçu des renforts en février 1890. Le 4 mars, une violente attaque des forces du Dahomey sur Cotonou est repoussée. Le 19 avril, Béhanzin, en personne, à la tête de plusieurs milliers d'hommes, sert Porto Novo, mais ne peut emporter la ville d'assaut. Des otages français pris à Ouida sont conduits à Abomey, la capitale. L'un d'eux décrit ainsi Béhanzin. Il a 40 ans environ. C'est un nègre admirable, bien pris, quoique de taille moyenne. La figure est ouverte, intelligente, le regard franc et droit. L'échange de ces otages est l'occasion de négociations entre les représentants de la France et Béhanzin. L'accord de Ouida, conclu le 30 octobre 1890, reconnaît à la France le protectorat sur Porto Novo, en échange d'une rente annuelle. Les deux parties profitent du répit pour se préparer activement à la guerre. Béhanzin dispose de 15 000 hommes, armés de fusils allemands, achetés par l'entremet du Togo, qui est une colonie allemande à l'époque, et de couteaux machettes, ainsi que de 4000 Amazones équipées jusqu'aux dents. Ce sont ces unités de guerrières africaines, hyper entraînées, dont je parlerai ultérieurement. Il a 5000 fusils à tir rapide. En face, 800 hommes. Commandé par le colonel Dodds, la flotte française établit un blocus pour limiter la livraison d'armes. Le 23 août arrive en renfort 800 légionnaires et 2 escadrons et un détachement du génie. Les troupes françaises envahissent alors le Dahomey. Après avoir repoussé les troupes de Béhanzin à Dogba, elles franchissent l'Ouémé. Au combat de Pokissa, le 4 octobre 1890, les Français capturent 3 Allemands et 1 Belge qui se trouvaient dans les rangs de l'armée dahoménienne et les fusillent. Malgré les combats qui redoublent, les troupes du colonel Dodds continuent leur progression. Le 4 novembre, Béhanzin rassemble toutes ses forces, mais il est battu. Son armée est presque totalement détruite. 4000 morts, 8000 blessés environ. Et le 16 novembre, le colonel Dodds entre dans Abomey en flammes. Béhanzin tente en vain de négocier devant l'intransigeance du gouvernement français et est contraint de reprendre la lutte. Tous ces événements, c'est les guerres avec le Dahomey, les guerres franco-dahoméniennes, et il y en aura 2 dans l'histoire. Je vais vous décrire un petit peu le royaume du Dahomey. Il est situé au sud-ouest de l'actuel Bénin. Sa capitale est Abomey. Il a été fondé en 1600. On y parle le fon, c'est une monarchie. Et ce pays fut une des plaques tournantes du système négrier. En effet, il y avait des ports où on chargeait les Africains et où ils étaient emmenés en Amérique pour leur malheureux destin. Mais tout cela va évoluer avec le 19e siècle et le Dahomey va commencer à attirer la France et ses désirs coloniaux. Mais le roi du Dahomey, Béhanzin,
n'est pas de cet avis.